Hello, trop contente de te retrouver sur le podcast Décomplexe tes complexes. Ça fait un moment que j'ai envie de t'inviter et je suis contente de te recevoir pour parler de ce sujet qui est YouTube. Trop cool. Et bah, comme on se faisait la réflexion juste avant, ça fait hyper longtemps qu'on s'était pas vu. Donc je trouve ça cool. Et je pense que du coup, ça va aussi faire un échange qui est très naturel. Parce qu'il y a plein de choses qu'on s'est pas forcément dites sur justement toute la partie YouTube, entrepreneuriat, etc. Donc je pense que ça va être très, très, très chouette. Ouais, ça va être un mélange un peu de tea talk, rattrapage de vie et de d'informations sur comment se lancer sur YouTube. Carrément. Bon, ben, moi, du coup, tu l'as dit, je te connais depuis un moment parce que j'ai été une de tes clientes waouh, en 2022, je crois. Ça remonte vraiment Fin beaucoup. 2000, ouais, début 2022, je pense. Ouais. Et ben, qui es-tu, Aude? Qui suis-je? Qui suis-je? La Du question coup, donc, horrible. pour les personnes, bah, honnêtement, je le fais beaucoup. Donc, j'ai mon petit pitch, je sais quoi dire, et cetera. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu une question où tu es là: «Bon, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qui est vraiment intéressant?» et cetera. Donc pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Aude, Aude avec un H pour de vrai, c'est pas une blague. On m'a fait la remarque d'ailleurs, si j'avais mis un H pour le référencement et cetera. Pas du tout, Ah c'est ouais. vraiment comme ça, c'est vraiment ouais, ouais, c'est vraiment comme ça que ça s'écrit et effectivement, on m'a fait la remarque. Donc moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat après 8 ans, chez Decat. Donc j'ai fait 8 ans avec Decathlon. J'ai fait, beaucoup, beaucoup d'expériences avec eux. J'ai été énormément à l'étranger et j'ai eu un gros besoin de liberté et je me suis dit que j'avais aujourd'hui enfin voilà, le background, je pouvais faire, des choses par moi-même. Donc j'ai décidé de me lancer sur internet. Je me suis dans un premier temps, lancée sur Instagram. C'est là que j'ai construit une grosse partie de mon business et du coup, ça va faire maintenant bah, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. J'ai lancé mes toutes premières vidéos YouTube, le 1er juin 2022, donc ça fait officiellement 2 ans, que je suis là. Ouais, justement, j'ai regardé pour préparer l'interview. Je me suis dit, mais attends, Aude, elle est depuis combien de temps sur YouTube? Mais oui, ça fait bien 2 ans. Et comme C'est tu ça. disais, tu t'es lancée d'abord sur Instagram. Pourquoi finalement tu as décidé de commencer à publier sur YouTube? Je pense que alors, clairement, moi, je fais partie de la alors, pas la vraie génération YouTube, mais voilà, je suis née dans le début des années 90, donc j'ai grandi avec tous les youtubeurs qui étaient là quand on était petit, le début d'internet et cetera et je pense qu'on avait vraiment ce passage de: «Ah bah, moi aussi je pourrais le faire, moi aussi je pourrais faire du YouTube», tout ça, tout ça. Moi, j'ai jamais voulu, faire de YouTube divertissement parce que je pense que j'avais pas les épaules pour le faire, j'avais pas forcément, voilà, l'énergie pour le faire, la personnalité parce que les personnes qui sont dans le divertissement, il y a quand même un très, très gros côté de personnalité. Donc j'ai pas forcément voulu le faire comme ça, mais ça c'est toujours resté dans un coin de ma tête. J'ai toujours été une très, très, très grosse consommatrice de YouTube et d'ailleurs de YouTube, entrepreneuriat. Alors, divertissement bien entendu, mais aussi entrepreneuriat. En fait, moi, j'ai découvert justement au milieu d'année 2021 qu'il y avait un monde entrepreneurial sur Instagram. Je ne savais pas du tout. Pour moi, Instagram, c'était, des photos, c'était vraiment que du divertissement et voilà, un peu d'un jour à l'autre, j'ai commencé à tomber sur un entrepreneur, 2 entrepreneurs, 3 entrepreneurs et j'ai découvert un monde, en fait, que je connaissais pas du tout et donc ça a été hyper intéressant de le voir comme ça et j'ai décidé d'abord d'aller sur Insta parce que c'est beaucoup plus facile, tu es beaucoup plus proche de ta communauté et cetera. Mais dès que ça a été possible pour moi, je savais que je me lancerais sur YouTube. Donc je me suis laissée 6 mois, bah, en réalité 8 mois full, full, full sur Instagram et ensuite j'ai fait le passage, pour commencer YouTube. C'est vrai qu'on blâme souvent les algorithmes, surtout sur Insta, LinkedIn, j'en entends parler. Mais en fait, quand on commence à rentrer dans des mondes comme ça, parce qu'il s'est passé la même chose sur moi, pour moi, hein, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je débarquais sur Insta, je me suis dit, mais waouh, il y a tout ce monde que je ne connaissais pas, c'est ouvre une nouvelle porte d'un univers dingue. Et en fait, sur YouTube, c'est pareil finalement. Mmh. Complètement, Mm. complètement, complètement. Après je pense que ça te met quand même un tout petit peu plus en avant, parce qu'en fait, les algorithmes, forcément, sont différents des plateformes et l'avantage, je trouve aussi avec YouTube, c'est, bah, pour les consommateurs de YouTube, quand on va sur notre page accueil, il y a tellement de choses et en fait, on n'est pas juste alpagué par une seule image, un seul reels, un seul contenu. Il y a vraiment une multitude, en fait, de choses à regarder. On est aussi beaucoup attiré par les miniatures. Donc moi, ça m'est arrivé et je pense que c'est comme ça aussi que je suis un peu rentrée dans ce truc, entrepreneurial avec YouTube. C'est que j'ai sans doute dû cliquer sur des contenus en pensant que c'était du divertissement, mais il s'avérait que c'était en fait de l'entrepreneuriat et c'est ça aussi qui m'a ouvert potentiellement une autre porte en fait, via YouTube. Mm. Ouais, et puis ce qui est génial avec YouTube, c'est que c'est un réseau social, mais c'est aussi un moteur de recherche parce que tu as ta Complètement. fameuse barre de recherche où tu vas taper tes mots-clés et ce que tu cherches, ce que tu n'as pas forcément sur Insta et LinkedIn, par exemple, où tu Mmh. vas pouvoir trouver des trucs, mais c'est plus complexe, je trouve, que... Complètement. Mm.
Et puis surtout que c'est, vu que YouTube appartient à Google, c'est intéressant parce que c'est rattaché. Moi, je sais que sur beaucoup de vidéos, même si on va taper, certains mots-clés sur Google, ce sont mes vidéos YouTube, qui sont mis en avant. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant parce que quand on réfléchit, donc pour nous, qui sommes dans l'entrepreneuriat et qui ont des comment dire? Nos propres business et cetera, quand tu réfléchis, en fait, à ton canal d'acquisition, bah, c'est vrai que YouTube, c'est pas que YouTube, c'est du référencement, c'est du SEO. Donc c'est vrai que c'est vachement intéressant aussi suivant les stratégies, en fait, que tu vas décider de mettre en place. Ouais, parce que pour la petite anecdote, moi j'ai pris ta formation sur YouTube parce que Aude propose une formation pour se lancer sur YouTube. Et c'est ce qu'on se disait juste avant l'enregistrement et on s'est dit on va commencer l'enregistrement sinon on va louper des infos. Enfin, vous allez passer à côté des infos. Mais sur YouTube, tu as toute cette partie référencement et je suis en train de perdre le... Oui, c'est dans ton dernier module justement où tu parles de la programmation, des fameux mots-clés à trouver pour pouvoir être référencé en termes de SEO, d'où le lien aussi avec Google où on peut se retrouver derrière. Donc, Complètement. ça fait partie intégrante de se lancer sur YouTube. C'est ça et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément, parce que j'ai pris l'habitude, d'observer du coup les autres personnes qui sont dans mon cercle, qui se lancent sur YouTube, d'aller voir un petit peu, de regarder comment ça marche et cetera. Je trouve toujours très intéressant dans tous les cas de le faire et ça donne de la force. Enfin moi je sais que j'ai eu on pourra parler un peu de mon histoire sur YouTube, mais j'ai eu beaucoup de «chance» entre guillemets par rapport à toutes les décisions. En fait, c'est pas de la chance, mais toutes les décisions que j'ai prises, étaient les bonnes décisions. Et du coup, tout s'est enchaîné hyper vite. Pour moi, ça a été très, très vite et ça a très, très bien fonctionné, hyper rapidement. Et en fait, c'est pour ça que j'aime bien un petit peu aller regarder ce que font les autres et dans, 90 des cas, le référencement n'est pas fait. Donc c'est vrai que j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent: «Mais je comprends pas, enfin, comment ça se fait que tes vidéos marchent bien alors que, enfin, il y a pas forcément, c'est pas des titres hyper accrocheurs, c'est des thématiques qui sont un petit peu reloues quand même parfois, mais bah, ça attire les gens. Ça attire les gens. J'ai pas mal enfin, j'ai un très bon, watch time». Donc pour les personnes qui connaissent pas forcément YouTube, il faut bien faire la différence entre les vues qu'on va voir sur les vidéos, par exemple 200 vues, 300 vues, 1 000 de vues et le watch time. Ce sont les gens qui le temps en fait que les gens passent sur la vidéo et c'est pour ça qu'on a beaucoup de vidéos avec énormément de vues, mais finalement des watch time qui sont très, très petits. Donc il y a pas beaucoup, finalement de revenus qui sont générés par ça. Donc il faut plus se concentrer sur le watch time finalement que sur la partie vue et du coup, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que souvent les gens ne voient pas justement ce côté-là, se disent: «Moi, il faut que j'investisse dans des super miniatures, dans du super montage, hyper dynamique, hyper ceci, hyper cela et c'est ça qui va me faire réussir sur YouTube». Moi, j'ai vu des gens, et vraiment je pourrais essayer de retrouver d'ailleurs la vidéo, c'était un américain, un gars qui faisait j'ai jamais vu enfin, j'ai rarement vu des vidéos aussi belles que les siennes. Il a aucune visibilité et en fait, un jour, il a compris pourquoi, il a fait des changements et cetera et en fait, je crois qu'il a pété à sa 300e vidéo. Donc derrière ça, il y avait 300 vidéos, mais d'une qualité de enfin, c'est un film, c'est du cinéma presque, quoi et c'est pour ça, une fois que le référencement est fait, ça peut vraiment, avoir un impact, en fait. Ouais, franchement, je suis l'exemple parfait, c'est-à-dire que à l'heure où on enregistre cet épisode, ma chaîne ouvre la semaine prochaine. J'ai acheté ta formation. En fait, j'ai beaucoup réfléchi avant de l'acheter. Je me suis dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Le montage, je connais. YouTube, je connais les codes parce que j'adore cette plateforme. Mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Et en effet, j'avais pas du tout réfléchi à toute la partie référencement. Et je pense que c'est là où on a tout un gros travail à faire d'enquête et de mise en pratique derrière. Et c'est là où ta formation peut aider. Et ça, franchement, c'est cool parce que on n'en parle pas forcément. Souvent, quand les gens parlent de se lancer sur YouTube, c'est prends du bon matériel, prépare, enfin, organise-toi autour de ta création de contenu, etc., etc. Ouais, mais il n'y a pas que ça. C'est sûr et c'est tellement, en fait, la différence aussi, je trouve, avec, les contenus YouTube, si on fait la différence avec le podcast, LinkedIn, Facebook, Instagram, qu'on se le dise, ces autres formats-là, à part peut-être le podcast qui peut être compliqué à organiser, YouTube, c'est le plus dur. Parce qu'il faut de la rég énormément de régularité. Moi, je sais quand je me suis lancée, donc je me suis formée uniquement en autodidacte, donc qu'avec du contenu gratuit. Après, j'ai l'avantage d'avoir mon conjoint qui est aussi sur YouTube, donc forcément ça m'a aidée, hein, on va pas se le cacher. Mais je voulais vraiment le faire de cette manière parce que je voulais potentiellement faire une formation par la suite, sur ce sujet-là et cetera et cetera. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai découvert un petit peu ce monde-là, je me suis dit: «Mais OK, il faut
absolument être hyper récurrent, il faut que je sorte des vidéos. Enfin, c'est ça aussi qui est vachement important, c'est quand vous vous engagez avec une plateforme comme YouTube, et là je vais casser un peu le mythe, hein, mais c'est pour faire une vidéo par mois, ça n'a aucun intérêt. Ça peut être la meilleure vidéo du monde, ça n'a aucun intérêt. Parce que YouTube, lui, son intérêt, comme Instagram, c'est que les utilisateurs passent le plus de temps sur la plateforme. Donc s'ils voient forcément que, bah, vous sortez des vidéos hyper souvent, il y a des vues à chaque fois que les vidéos sont sorties, vous serez encore plus mis en avant, vous serez enfin, voilà, vous ça pourra très, très bien, fonctionner pour vous. Et puis je trouve que même en tant qu'abonné sur, YouTube, tu vois, moi je suis une entrepreneur qui a lancé sa chaîne YouTube il y a, je crois, à peu près 3 mois et en fait, en 3 mois, elle a sorti 3 vidéos et l'autre jour, je me OK. suis retrouvée à me dire: «Beh, est-ce que je continue de la suivre ou pas?» parce que j'adore s la suivre sur Instagram, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais du coup, est-ce que ça sert que je la garde dans mes abonnés parce Mmh qu'elle mh. sort pas régulièrement? Donc c'est aussi intéressant toujours de prendre le prisme de toi, ce que tu consommes, la façon dont tu consommes VS, qu'est-ce que je vais donner en retour, sur la plateforme quand je crée le contenu. Complètement et puis c'est pas, je pense qu'il y a un gros mythe à casser là-dessus aussi, hein, mais même si on l'a mentionné, c'est la qualité, c'est hyper important sur YouTube, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, c'est, les gens s'attachent beaucoup plus facilement, à des contenus vidéo. Moi, je compte même plus aujourd'hui le nombre de personnes qui m'ont dit, il y a pas une journée, les 3 derniers mois où j'ai pas regardé une vidéo de toi parce que, il y a un sujet, il y a un autre, j'enchaîne de vidéo en vidéo et cetera. Les gens s'attachent, les gens, pardon, deviennent même un peu, fans, même si j'aime pas utiliser, ce terme-là et ça n'arrive pas, s'il y a pas justement de récurrence et c'est hyper important de bien le faire pour être sûr aussi de, bah, de prendre du plaisir, hein, parce que c'est, moi, il y avait une vidéo d'ailleurs que j'avais sortie, qui s'appelait «J'ai perdu ma spontanéité», parce que j'avais tellement d'avance sur les vidéos que j'y prenais même plus plaisir, en fait. Il y a un moment où vraiment j'ai craqué. Ça m'a fait du bien de craquer et de me reposer, de prendre du temps et cetera. C'est pas pour autant que, voilà, j'ai pas posté. Je crois que j'avais posté du coup une seule vidéo par semaine, sur ces 4 semaines-là, c'était l'été dernier. Mais voilà, il faut prendre ça en compte quand même et j'ai pas envie de casser les rêves des gens qui ont envie de faire une seule vidéo par mois, mais c'est compliqué de se développer, avec un format comme celui-ci, quoi. Ouais, c'est toujours ça, si tu peux le faire, mais les résultats que tu attends ne seront peut-être pas aussi hauts que ce que tu espères. C'est ça, surtout pour le travail que ça demande. Parce qu'une Mmh. vidéo, c'est pas, enfin, je veux dire, voilà, clairement, un post Instagram, même un reels, ça peut être fait entre 15 et 1 heure. Une vidéo YouTube, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même investissement, en fait, derrière. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais, alors là, du coup, on est rentré, dans le vif, du sujet, mais j'aimerais quand même te poser une question parce que je pense que beaucoup de personnes, peut-être surtout les femmes qui ont beaucoup de complexes, de peurs, de sentiments parfois d'infériorité, d'illégitimité. Est-ce que tu avais des peurs, toi, avant de te lancer sur YouTube ou est-ce que tu as foncé tête baissée, Je pense que, déjà, le fait que je vivais à l'étranger m'a beaucoup aidée. Alors pas dans le sens, vlogging ou quoi que ce soit dans la rue, ce genre de choses, mais juste de me dire, «Je suis pas dans ma ville natale, je vais pas croiser des gens au quotidien qui pourraient me dire: "Ah ah, tu fais des vidéos YouTube"». Enfin, j'avais pas du coup cette peur-là qui était mise de côté et si je la mentionne, c'est parce que j'ai énormément de personnes qui sont autour de moi qui me disent: «Mais en fait, moi, j'ai peur du regard des autres, en fait» et pas du regard des autres, des gens d'internet, mais du regard des autres de mes proches, de ma famille, de mes amis, ce genre de choses. Pour la petite anecdote, mes parents ne savent pas du tout que je suis sur YouTube. Absolument pas et à chaque toujours fois, c'est hyp actuellement? ouais et en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que pourtant mon père est vachement, voilà, il est sur Twitter, il est sur plein de trucs, il est énormément sur YouTube, mais il a jamais pensé ou alors ils m'ont jamais dit qu'ils étaient allés, chercher Aude Georgelin et qu'ils m'avaient vue, quoi et du coup, voilà, ça, c'est je trouve ça assez fou et pour autant, ils nous font des blagues un petit peu avec Léo en nous disant: «Ouais, par rapport à ce que vous faites, vous devriez faire de la vidéo et tout», donc à chaque fois, on se regarde, on rigole, enfin, ça nous fait pas mal marrer mais du coup, voilà, je pense qu'il y a ce truc-là, il y a de vraiment le regard des autres. En fait, je sais que si un jour ils l'apprennent, ça va être, voilà, va falloir passer l'étape de leur expliquer. En plus, moi, j'ai des parents qui sont assez âgés, donc c'est pas les mêmes générations qu'on peut enfin, voilà, ils ont pas 50 ans, ils sont beaucoup, beaucoup plus âgés que ça et du coup, il y a ce truc de: «Ouh là là, internet, mais internet, c'est mauvais». Enfin, voilà, il y a vraiment cette logique-là. Après, je pense qu'il y a aussi le regard des autres, c'est-à-dire les gens d'internet, où moi, j'ai eu cette peur aussi, bien entendu, hein, de me sentir jugée. J'ai vu des commentaires sous certaines vidéos, pas des miennes, mais d'autres personnes, se prendre des commentaires sur leur physique, ce genre de choses et ça me transcendait. Je me disais: «Mais moi je pourrais pas, enfin je j'assumerais pas du tout, ça me ferait trop mal au cœur» et cetera. Je suis pas quelqu'un qui a énormément, confiance en elle ou quoi que ce soit, mais et encore, on m'a fait la remarque, on m'a dit: «Tu as pas le droit de dire ça si tu fais du contenu sur internet».
forcément un peu confiance en toi dans tous les cas. Enfin, voilà, il y a des «proportions à avoir» entre guillemets. Donc je pense qu'il y a ça aussi, ouais, vraiment le regard qu'on peut avoir par rapport aux autres, par rapport et pas tant le fait que les gens nous regardent, mais les commentaires en fait qu'on peut se prendre. Moi je me souviens encore, hein, des commentaires négatifs que j'ai eus sur la chaîne. Ça m'a C'est un coup de poignard, quoi. Tu te dis: «Putain, j'ai travaillé pour ça» et tu te prends des remarques comme ça. Alors moi, ça n'a jamais été des remarques sur mon physique et c'est ça qui me faisait plus peur. C'était plus des remarques sur mon travail, donc qui m'a touchée aussi, mais quand même un petit peu moins et ouais, honnêtement, je j'avais pas tant de peur que ça. Pareil, je sais qu'il y a je le mentionne parce que j'ai beaucoup eu la réflexion. Moi, je suis quelqu'un qui se maquille pas du tout. Je me maquille pas du tout, j'utilise des filtres de temps à autre, parce que là, ça me fait rire et cetera. Mais 90 des vidéos de la chaîne, sont, vraiment nature peinture et j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me dire: «Mais je trouve ça incroyable, enfin, moi jamais j'aurais osé». J'ai des gens aussi qui m'ont dit: «Mais est-ce que tu te maquilles, tellement, comment dire? Tellement peu que ça se voit pas en caméra?» et je suis là: «Mais pas du tout». Enfin, il faut savoir que moi, je filme mes vidéos le lundi matin, ça fait 1 heure que je suis sortie de mon pieu, hein. C'est vraiment, après c'est assumé quoi, j'ai envie de le faire comme ça. Mais du coup, j'ai du mal à me mettre, je pense, dans la tête aussi des personnes qui seraient peut-être plus, moins à l'aise avec leur physique. Tu vois ce que je veux dire? Le fait Mmh. de, j'ai besoin de me maquiller, il faut que je sois propre sur moi, il faut que je sois bien sapée, il faut aussi que je sois dans le meilleur des setups et cetera. Ça, moi, j'ai beaucoup cassé aussi ce truc de, il faut avoir le meilleur setup du monde. Finalement, aujourd'hui, ma vidéo, je l'ai fait ici, elle marche aussi bien que quand j'avais un très beau setup, quand j'étais en France, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, tu vois, par exemple, le setup, je m'en fous un peu parce que je sais que quand je consomme, en vrai, je m'en fous. Je regarde pas derrière, je Mmh mh. regarde la personne. Par contre, c'est vrai que cette peur du regard des autres sur le physique, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Je pense que ça demande déjà un travail sur soi-même, d'être un peu plus à l'aise avec son physique. Et après, ça se fait par étapes, je pense, tu vois? Tu commences en te maquillant, en te préparant, puis avec le temps, je pense que tu t'en fous, tu commences à créer un lien avec les personnes qui te Mmh. suivent et tu as un espèce de filtre, qui te permet d'être de plus en plus hermétique aux critiques que tu peux avoir, sur ton physique. Mais ouais, je pense que ça se fait petit à petit, hein. C'est un gros travail sur soi-même. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il y a de ça, il y a aussi, je pense, le fait que, quand on débute sur YouTube, la plupart du temps, on c'est nous-mêmes qui montons les vidéos. C'est difficile, enfin, de se voir, énormément. Moi, je sais que ça, c'était un truc avec lequel j'avais un petit peu du mal. C'était de passer, 2-3 heures à voir mon visage, à m'entendre parler et cetera. Sachant que et je pense qu'en plus, je te l'avais mentionné quand on s'était rencontrés, moi, je me voyais pas justement faire des épisodes de podcast en me disant: «Mais c'est pas du tout pour moi», ce genre de choses. Et finalement, en fait, j'ai commencé le podcast et ça marche aussi bien que la chaîne YouTube, justement parce que, finalement, les gens aiment bien ma voix, aiment bien ma manière de m'exprimer, tout ça, tout ça. Et je pense qu'il faut le tester, pour comprendre. Et à mon avis aussi, ça va un peu dans c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention quand on est, j'utilise un mauvais mot, mais un peu fragile, fragile émotionnellement parlant, de faire attention à des plateformes comme celle-ci, parce que pour moi, c'est à couteau tranchant. C'est soit ça va vraiment vous aider justement avec votre «image» entre guillemets, moi je me suis jamais autant kiffée qu'aujourd'hui. Le fait d'avoir cassé ce truc, d'aller sur internet, de montrer mon visage et cetera, aujourd'hui, dans mon corps, avec mon visage, je me suis jamais sentie aussi bien que, ce que j'ai pu être quand j'avais la vingtaine et cetera et tout ça, tout ça. Et par contre, je sais qu'il y a des gens qui, au contraire, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que, ils commencent à se maquiller, ça commence à faire même ça va jusqu'à la chirurgie, des injections, ce genre de choses parce qu'à force de se voir, à force d'avoir le retour aussi, c'est hyper difficile, quoi. Mmh. Ouais, je trouve que c'est bien que tu préviennes un peu des dangers et des dérives qu'il peut y avoir derrière. Mais si je fais un parallèle avec le podcast, moi, à la base, je voulais me lancer sur YouTube, il y a déjà 2 ans en arrière. Au final, j'ai eu peur. Franchement, c'est les peurs qui ont pris qui ont pris le dessus et qui m'ont complètement bloquée. J'ai changé pour le podcast où j'avais peur et j'avais beaucoup de complexes par rapport à ma voix. Et en vrai, ça m'a énormément aidé de passer en premier par l'étape podcast parce que maintenant, Podcast. j'arrive à m'écouter. J'ai pu améliorer aussi, je pense, un peu ma façon de m'exprimer. Mmh. Et ça aide derrière pour YouTube. Donc, comme quoi on peut évoluer et on peut trouver un peu des petites steps, des petits paliers intermédiaires qui peuvent nous permettre de progresser, petit à petit et de s'accepter aussi. Complètement et puis, et le podcast, c'est déjà
énorme. S'il y a des gens qui hésitent aujourd'hui, entre les 2 plateformes, lancer un podcast, sans forcément avoir la vidéo, c'est déjà super et en plus, bon, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup moins de temps. Moi, je sais que j'ai fait le pas de faire mes podcasts en vidéo, c'est un choix que j'ai fait, mais ça fait aussi la différence. Si on peut, juste un petit aparté là-dessus, sur la partie, si je regarde mes statistiques, podcast classiques, Deezer, Spotify, donc les podcasts sans la vidéo, je fais, 10 fois plus de vues, avec la vidéo Mmh. sur YouTube. Et Ça ouais. n'a rien à voir. Ben, Alors forcément, j'ai mon audience YouTube très business qui suit aussi les podcasts, mais j'ai plein de gens qui m'ont découvert avec les podcasts, qui ne regardent pas les vidéos business. Donc eux, finalement, ils ont qu'une seule vidéo par semaine d'une certaine manière, quoi. mmh mh. Ouais, mais c'est intéressant que tu le dises. Mais je trouve que effectivement, les gens aiment bien voir la personne, qui s'adresse à eux. Donc forcément, la vidéo, ça rajoute quelque chose en plus. Tu parlais de personnalité, que les gens Mmh. adhèrent à ta personnalité et ça rajoute vraiment un lien supplémentaire, quoi. Complètement et ça, je pense que ça se crée aussi plus on échange avec sa communauté, plus on se rend compte de comment les gens, vont consommer notre contenu. Je te donne un exemple, parce que j'ai eu le cas là, cette semaine, j'ai trouvé ça excellent. Moi, par exemple, je regarde beaucoup de vidéos YouTube quand je fais à manger, quand je fais mon ménage, ce genre de choses. Enfin, je pose mon ordi, je mets mes écouteurs, je fais un petit peu mon petit truc et j'en écoute aussi beaucoup quand je vais marcher, parce que je marche beaucoup, ici à Bangkok et du coup, voilà, j'en profite pour faire ça. Et c'est vrai que dans ma tête, je m'étais dit: «OK, les gens, quand ils écoutent mes podcasts, c'est forcément, le matin, vite fait sur leur ordi, comme moi, je peux le faire aussi des fois». Et en fait, récemment, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit: «Trop bien, je me suis mis à marcher grâce à toi», parce que je communique aussi, bah, beaucoup sur la marche, sur Instagram. Et du coup, ils m'ont dit: «Bah, voilà, j'ai commencé à marcher en écoutant tes podcasts». Ou alors, j'ai une nana qui me disait: «Maintenant, dès que je fais ma vaisselle, j'ai des grosses vaisselles, je mets un de tes podcasts parce qu'ils sont pas très longs, comme ça me permet d'écouter et tout». Et je me suis dit: «Mais c'est excellent». En fait, tu rentres dans le quotidien des gens, enfin, je rentre dans le quotidien des gens comme d'autres personnes l'ont fait pour moi et ça, je trouve fantastique. Donc je pense qu'il faut aussi casser ce truc de les gens vont m'écouter, vite fait comme ça sur le «bord de la route» entre guillemets, sur Spotify. Alors que non, en fait, il y a des gens qui aiment aussi, c'est un moment beaucoup plus fort que d'être, enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup mettre mon ordi, regarder une vidéo quand je suis en train de faire à manger. J'ai l'impression de pas être toute seule entre gros guillemets, mais c'est un bon moment aussi que je passe, grâce à ça, quoi. Ah mais clairement, moi regarder YouTube sur ma télé, pendant que je suis en train de goûter, c'est vraiment mon kiff, tu vois? Exactement. Mais, et aujourd'hui, tu vois, tu as plus de 6 000 abonnés et tu as quand même plus de 300 vidéos, à ton actif sur ta chaîne, Ouais. ce qui est, franchement capacité de production, assez énorme. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est toujours aussi entre guillemets, ah, j'aime pas dire facile parce que je pense que rien n'est facile, c'est beaucoup de travail. Mais est-ce que c'est toujours possible de se faire, une place entre guillemets «aussi rapidement» ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde sur le YouTube entrepreneuriat et du coup, c'est plus complexe? Pour moi, il y a toujours de la place partout, pour tout le monde, à partir du moment où on fait des choix qui sont, alignés avec ce qu'on a envie de faire, on parle des thématiques qu'on a envie de faire, on décide de faire du contenu, spécifique aussi. Après, ça peut être plus difficile forcément. À mon avis, il y a énormément de vagues. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est, je regardais une vidéo YouTube d'ailleurs l'autre jour, d'un créateur de contenu qui parlait de ça et j'en ai fait un épisode de podcast aussi, c'est que on voit toujours, on est toujours à la recherche des résultats hyper rapides. Il faut que ça prenne, 3 mois pour que ça fonctionne ou 1 an pour que ça fonctionne et cetera. Sauf qu'en fait, YouTube, c'est un jeu très, très long et genre vraiment très, très, très long. Moi, j'ai pris plein de décisions qui ont fait, que ça a marché très vite. Pour te dire, donc moi j'ai été monétisée, ça faisait même pas 8 mois que j'étais sur la plateforme pour un créateur de contenu, qui a une très petite audience sur Instagram, parce que j'ai pas une grosse audience sur Insta j'ai beaucoup moins de personnes qui me suivent sur Instagram que sur YouTube. C'est beaucoup plus compliqué. Alors bien sûr, quand tu arrives avec du budget, des grosses vidéos, des titres hyper accrocheurs, tu fais de la pub, tu as un gros compte Insta derrière, c'est beaucoup plus simple. Mais quand tu viens comme moi d'un petit compte, à l'époque, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je devais avoir 600 abonnés sur Instagram. Donc tu peux le faire, mais effectivement, il faut bien se nicher. Il y a certaines vidéos qui marchent mieux que d'autres. Faut se renseigner aussi, c'est beaucoup de travail en amont. C'est pas juste, «J'ai envie de parler de ça, je parle de ça». C'est voilà, il y a de la recherche quand même à faire derrière et oui, pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Après YouTube, est un média comme un autre, donc il faut aussi apprendre à communiquer, sur ce média. Moi, les 1 fois, il a fallu que je tire les gens d'Instagram pour venir me voir sur YouTube. Aujourd'hui, c'est les gens de YouTube qui viennent me voir sur Instagram. Donc je pense qu'il y a ce switch aussi qui est à faire et cette compréhension, ouais, que ça va être long.
C'est pas comme sur Instagram où je pense que très, très rapidement, on peut avoir de la visibilité avec du contenu un peu viral et cetera. Sur YouTube, c'est plus long quand même. Ouais, même, bah, après le contenu aussi dure, plus longtemps. Tu vois, tu en parles dans la formation que tu as certaines vidéos qui ne marchent pas tout de suite et en fait, tu reviens 3 mois après, sur tes stats et tu te rends compte que c'est là où il y a le plus de watch time et je trouve Complètement. ça super intéressant aussi de se dire que, bah, en fait, c'est encore le jeu de l'entrepreneuriat. Je plante une graine aujourd'hui et peut-être qu'elle va fleurir dans 6 mois. On sait jamais de quoi, le futur sera fait. C'est sûr et c'est là que c'est intéressant justement d'analyser, d'aller voir, ce que font les autres. Alors moi, je conseille énormément d'aller regarder le YouTube américain qui est, 10 ans en avance sur nous et vraiment d'observer ce genre de choses et forcément aussi vachement d'observer, nos propres statistiques. À partir du moment où il y a pas mal de trafic sur la chaîne, d'essayer de comprendre, ce qui peut se passer, ce qui peut aussi beaucoup plus attirer. Je te donne un exemple, là récemment, ça doit être il y a 2 mois, j'ai fait une vidéo qui s'appelait, marre de perdre du temps, gagner, tant d'heures et cetera. C'est une vidéo qui a explosé, tout de suite. J'ai pas forcément des vidéos comme ça qui explosent, tout de suite à 4 000 vues. Donc c'est vrai que voilà, ça peut faire aussi, la différence, par rapport à ça et ça je le mentionne, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je le dis parce que c'est hyper important. Ne faites pas la et du coup, j'en parle beaucoup dans la formation tout au début. Il faut faire attention au contenu de divertissement et à nous, le contenu qu'on fait en tant qu'entrepreneur. C'est pas du tout la même chose et c'est pas du tout le même impact. Quand vous voyez des influenceurs faire, 10 000, 20 000, 70 000 vues sur leurs vidéos, ils ont une communauté de fans qui est énorme, c'est du divertissement. Nous, les vidéos qu'on fait, c'est complètement différent. Donc on va pas avoir les mêmes, stats de vues. Moi, quand j'ai des vidéos qui sont au-dessus, de 20 000 30 000 vues, qui sont des vidéos Google Agenda, Notion, ce genre de choses. Par contre, sur mes autres vidéos, je dois stagner à peu près à 500, mais c'est récurrent. Après, ça m'apporte des clients. Moi, je m'en fiche. Je préfère avoir peu de vues et avoir par contre un beau flot de clients qui arrivent, plutôt que d'exploser sur la plateforme. Parce que voilà, pour gagner sa vie sur YouTube, faut quand même y aller, hein. Justement, tu vois, parlons de monétisation. Toi, aujourd'hui, tu es monétisé, mais en fait, ta façon de gagner de l'argent sur YouTube, c'est plus la visibilité que ça t'apporte et les gens qui viennent te contacter derrière pour travailler avec toi, plutôt que YouTube qui te verse de l'argent sur ton compte en banque. Complètement, complètement. J'avais partagé dans tous les cas, j'avais fait une vidéo sur le sujet où j'avais partagé tout, mes revenus, vraiment mois par mois depuis le début de la monétisation. Aujourd'hui, pour te dire, je gagne à peu près 250 $ par mois avec YouTube. C'est pas néglige enfin, c'est trop cool, hein, je suis trop contente. Enfin, je me dis: «Je suis payée pour ça», c'est juste incroyable et je sais qu'il y a des vidéos qui gagnent plus que d'autres, ce genre de choses. Mais c'est clairement pas ça qui aujourd'hui, moi, comment dire? Me ramène mon chiffre d'affaires. Le gros avantage de YouTube, c'est que ça fait aussi beaucoup grossir, la mailing list, si on a des bons, produits gratuits, des bons lead magnets. Donc moi, c'est clair que ça m'a énormément aidé à construire ma mailing list et à côté de ça, bah, il y a plein de choses forcément qui jouent. Je te donne un exemple, il y a quelques temps de ça, une nana qui me contacte et d'ailleurs ça m'est arrivé plusieurs fois, qui commence à me parler d'un freebie, d'une vidéo et j'étais là, en fait, je connais mes freebies et j'ai jamais fait de freebie sur cette thématique-là, de lead magnet sur cette thématique-là. Elle me dit: «Ah, c'était peut-être une vidéo YouTube» et c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, les produits gratuits que j'ai sur mon compte Instagram, il y en a 4. Il y en a 4, mais en fait, les 300 vidéos que j'ai sur YouTube, c'est des lead magnets. Parce Mmh. qu'une personne va tomber sur une première vidéo, elle kiffe, elle va en regarder une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Enfin, pareil, je compte même plus le nombre de personnes qui me disent, «J'ai pas le budget aujourd'hui, mais je sais que le jour où je prends une coach, c'est toi et c'est personne d'autre» et c'est des gens qui consomment mes vidéos énormément, énormément. Donc je pense que la différence, elle se fait aussi beaucoup à ce niveau-là, sur ensuite le closing qui peut être fait, au niveau des offres. Enfin, moi, j'ai un taux aujourd'hui, je crois, de 80 à peu près de comment dire? En appel découverte de oui francs, de démarrage et cetera et dans certains cas, c'est juste moi qui dis non parce que le profil ne m'intéresse pas et clairement ces gens-là sont passés par YouTube. Mmh. Du coup, ça t'a vraiment apporté un nouveau souffle finalement à ton entreprise? Enfin, tu vois, tu marchais aussi très bien sur Insta, mais j'ai l'impression que YouTube, t'a ouvert aussi toute une porte de nouveaux prospects que tu n'aurais pas trouvés Mmh. sur Instagram. C'est sûr, à 100 et comme je te disais aujourd'hui, c'est des gens de YouTube qui me rejoignent aussi sur Instagram et je pense que ça fait aussi sens avec le positionnement que j'ai aujourd'hui. Le fait d'être sur la thématique de l'organisation, de la discipline, de la productivité. Aujourd'hui, je sors 3 vidéos par semaine depuis 2 ans.
il y a des gens qui voient ça, qui se disent: «Mais c'est juste dingue, en fait, c'est qui est capable de faire quelque chose comme ça et en même temps avoir un business à côté?» Donc c'est vrai que ça va avec le personnage, en fait, le personnage de se dire: «Bah, voilà, elle est là, elle est présente» et c'est quelque chose qui me motive aussi au quotidien, tu vois? Je sais que je me dis: «Bah, si demain, j'arrête tout», même si j'arriverai pas à le faire, je pense, bah, ça va pas, en fait, avec le personnage aussi que je représente, le positionnement que dans lequel je suis, rentrée, quoi. Je rebondis sur, les 3 vidéos par semaine. Je pense que c'est aussi important de prendre en compte, le fait qu'il vaut mieux être régulière plutôt que, partir en se disant, «Je vais poster direct 3 vidéos par semaine» et en fait ne pas tenir le rythme. Parce que ça, je pense qu'il y a le piège sur tous les réseaux sociaux quand on commence à communiquer. Donc, vraiment, il vaut mieux, poster une vidéo par semaine et le faire sur une longue durée plutôt que faire, 3 vidéos par semaine pendant un mois et ensuite, ne pas poster pendant 2 mois quoi, derrière. Exactement et encore une fois, je pense que ça demande du coup beaucoup d'organisation, et en fait, et du coup, c'est tout ce que j'explique, hein, dans la formation, c'est qu'il faut faire des concepts. Si les gens, décident de vous suivre demain, c'est parce que vous avez des concepts particuliers. Moi, je sais que, 3/4 de mon audience me suit à cause de Notion. Parce que je fais des tutos, alors moins maintenant parce que j'ai pas fait le tour, mais j'ai fait déjà beaucoup de choses. Pendant presque un an, tous les vendredis, c'était une vidéo de Notion qui sortait. Bah, forcément, les gens qui sont passionnés d'organisation, qui s'intéressent à ça, vont aussi s'abonner par rapport à ça. Et c'est vrai que si on peut parler un peu plus stratégie, moi, ce que je m'étais dit, c'était tous les mardis, donc à l'époque, c'était le mardi, une vidéo plus business, voilà, où je parlais un peu entrepreneuriat, ce genre de choses, donc il y avait plein de thématiques et le vendredi, c'était un tuto. Notion, Google Agenda, enfin System.io, il y avait que des trucs comme ça. Donc déjà ça, moi, ça m'a cassé le truc de faut sortir 8 vidéos par mois. C'était faut sortir 4 vidéos business, 4 vidéos tuto. Donc là, tout de suite, c'est plus simple, en fait, de se faire un calendrier éditorial. Après, bah, forcément, ça demande beaucoup de travail au niveau de la planification. Moi, j'ai des créneaux, hein, ça fait un an que tous les lundis matins, je suis devant ma caméra et je tourne mes vidéos et cetera. Donc il y a vraiment aussi ce format qui est à prendre en compte et je pense que je l'ai fait pendant 6 mois avant de rajouter du coup la troisième vidéo qui est le podcast, qui sort du coup le lundi matin. Ouais, j'ai fait 6 mois à 2 vidéos et après je suis passée du coup, bah, là ça va faire un an et demi, que je suis passée à 3 vidéos. Après c'est intéressant de mentionner que je ne suis pas seule. J'ai Ouais, quelqu'un c'est ce avec que moi, j'allais qui fait le te montage. dire. Ouais, Ouais. C'est vrai que quand on est seul, c'est plus complexe. Il y a moins de complètement. temps, à passer parce que une vidéo c'est vrai que 3 vidéos à tourner par semaine, je trouve que ça va parce que finalement tourner, c'est pas ce qui prend forcément le plus de temps en fonction de attention, en fonction des concepts qu'on sort. Mais c'est le montage, toute la programmation, la fameuse recherche dont tu parlais qui prend aussi du temps. Complètement. Ouais. Mmh. C'est après il y a plein d'automatismes, qui se créent quand on commence à faire enfin, les 1 vidéos, c'est un scandale. C'est 8 heures de montage pour 20 minutes, enfin, c'est très, très dur, mais après voilà, ça va beaucoup plus vite, on commence à s'habituer, on commence à mettre pas mal de choses en place. Encore une fois, ça dépend des concepts. Là, je parle pas de vlog ou ce genre de choses où là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que la plupart, dans tous les cas, des personnes qui sont dans le vlogging ne sont pas seules non plus, ont des personnes au moins qui font ce qu'on appelle du dérochage, c'est-à-dire qu'ils regardent les vidéos en amont et prennent les passages qui peuvent être intéressants et ensuite les youtubeurs, font le montage et ça très peu de personnes en parlent, mais c'est un vrai métier, hein, que de faire que du dérush, donc de regarder les vidéos qui ont été préfaites, enfin les enregistrements qui ont été faits par les créateurs et oui, oui, effectivement, c'est des choses qui prennent énormément de temps. Aujourd'hui, j'aurais plus le temps de faire, ce genre de choses, de faire autant de montage. Mais voilà, c'est un choix aussi que j'ai fait que d'investir, de l'argent là-dedans et c'est une tranquillité d'esprit et je sais que c'est un investissement qui, dans tous les cas, aura un retour sur investissement. Mmh mh. Ouais, tu dois déjà commencer à l'avoir finalement ce retour Ah sur, oui, oui, sur complètement. Enfin, investissement. quand je vois ce que je dépense en «staff» entre guillemets, c'est par rapport à ce que je gagne, Mmh. c'est minime, quoi. Ouais. Pour donner un autre angle de vue, moi je fais tout toute seule. Enfin là, depuis récemment, j'ai quelqu'un qui m'aide à construire mon calendrier édito sur Insta, mais c'est moi qui OK. crée tous les posts et cetera. Je poste 2 fois par semaine sur Insta, 2 fois par mois sur mon podcast et là, du coup, je me rajoute une vidéo sur YouTube par semaine, donc 4 vidéos OK. par mois. Hem Tu vois, j'ai commencé avec Insta, ensuite j'ai rajouté le podcast et en début d'année, je suis arrivée à un moment où je me suis dit: «Soit je fais plus de podcasts, soit je lance enfin YouTube». Mais je vais pas pouvoir, tout augmenter en même temps et c'est important aussi, je pense de rappeler que vous pouvez faire les choses petit à petit. C'est comme, en termes de qualité de vidéo, vous allez augmenter petit à petit, vous allez vous acheter du nouveau matériel, ça va se faire avec le temps.
Mais ben, encore une fois, c'est ce qu'on disait avant, vaut mieux être régulière et augmenter petit à petit, soit les différents canaux de communication et la fréquence de communication sur ces canaux, hem, pour faire évoluer tout ça avec le temps. Surtout quand vous êtes seul et que petit à petit vous allez commencer à déléguer, et cetera. Complètement et je pense qu'il faut aussi le voir dans un état d'esprit de il y a plein de choses à dire sur YouTube, mais il faut que ça ait aussi du sens, c'est que ça ait aussi du sens par rapport, aux personnes qu'on essaie de toucher. Mmh. C'est Sur qu'il y a des gens qui n'auront pas, sur YouTube. Il y a des gens qui ne font pas de recherche, sur des plateformes comme celle-ci et du coup, c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur endroit, pour aller. Enfin, ça dépend vraiment de la niche, ça dépend vraiment de qui on essaye aussi de viser et parfois, il vaut mieux mettre toute son énergie à un autre endroit que de mettre son énergie justement sur une plateforme comme YouTube qui prend du temps. Mais par contre, c'est vrai que c'est comme on disait au début, hein, c'est des vidéos qui du coup restent, beaucoup plus longtemps, qui du coup permettent enfin moi je sais que j'ai une de mes vidéos en particulier qui me rapporte 20 € par mois et ça se trouve, ça va être le cas juste pendant des années quoi. Donc c'est vachement intéressant aussi de voir ce format-là, alors que les posts qu'on peut créer sur Instagram, au bout de 48 heures ont disparu quoi. Ouais. Ouais, carrément, mais c'est des gros choix stratégiques à faire. C'est vraiment, est-ce que ma cible est là-bas? Qu'est-ce que je vais leur raconter? Qu'est-ce que je leur propose derrière? C'est, partie intégrante de son écosystème d'offres, de son parcours client, et ça, tu en parles beaucoup aussi dans tes vidéos YouTube, donc n'hésitez pas à les checker parce que c'est hyper intéressant. Top. Si tu devais donner un conseil à la Aude d'il y a 2 ans qui a lancé la chaîne YouTube, ce serait quoi? Le plus dur, c'est de lancer. C'est Mmh. vraiment, c'est de le faire. C'est la plus grosse sortie de zone de confort que j'ai eue, c'est de me dire: «Allez, c'est parti, on y va», de me donner une date, de me dire: «C'est ce jour-là, on le fait». En plus, moi, je suis un peu sortie de ma zone de confort parce que, pour la petite anecdote, quelques semaines, je pense, avant de j'avais déjà prévu que c'était le 1er juin. Je savais que je voulais lancer le 1er juin, c'était parti et en fait, je vois un contenu, bah, sur YouTube où le mec explique que c'est hyper intéressant, du coup, d'avoir plusieurs vidéos qui sortent d'un coup. Parce que s'il y a plusieurs vidéos d'un coup, si quelqu'un va voir la chaîne, plutôt que d'aller par défaut juste voir une vidéo, rester 15 secondes et se barrer, là, bah, potentiellement, il va aller voir quelques secondes des 3, 4 vidéos qui sont déjà présentes. Et ça, YouTube, il le voit. Du coup, il va se dire: Qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne? Il y a déjà pas mal de passages, les personnes vont voir plusieurs vidéos, et cetera». Et je sais que c'est un truc qui a eu de l'impact, sur moi très, très, très vite. Le fait d'avoir fait ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé et c'est vrai que quand je m'en suis rendu compte, c'était à quelques semaines du lancement, j'étais là: «Oh là, attends, mais comment je vais faire? Il faut que j'ai des» enfin moi j'avais du coup j'avais 1 mois de contenu en avance, mais du coup ce premier lancement allait me bouffer 4 vidéos. J'étais là: «Mais du coup j'ai plus d'avance, enfin comment est-ce que je vais faire?» Et ouais et je me suis juste dit: «Allez, c'est parti, on y va» et par contre, l'organisation est hyper importante. En fait, vous pouvez pas vous dire, «Vas-y, je sors 4 vidéos par mois» sans avoir l'orga qui va derrière, c'est impossible. Ou alors vous allez vous cuire et vous allez le faire pendant 3 mois et complètement arrêter, quoi. Ouais, ouais, et ça, c'est une thématique où je sais que toutes les 2 on aime bien, justement, prévenir Mmh mh. et dire, «Attention les filles, on se préserve aussi niveau énergie», donc c'est des choses qui se réfléchissent, à l'avance et justement, tu vois, je vais faire une vidéo YouTube où je vais en parler parce que avec ce lancement où moi aussi j'ai prévu une date, donc le 1er juillet, et en fait, je me suis mise à fond dessus, puis avec les peurs et tout ça, j'ai pris 2 3 semaines où j'ai fait un blocage, j'ai complètement arrêté et je me dis: «Non, je m'accroche à cette date, je vais le faire». Mais du coup, je vais en parler un peu plus dans une vidéo YouTube, donc vous pourrez, aller voir à ce moment-là. Carrément. Franchement, merci beaucoup pour toutes ces infos. Il y a une question que je pose à toutes mes invitées. J'aimerais bien savoir si tu as un leitmotiv, une citation, un film, un endroit où tu aimes bien aller, une musique que tu aimes bien écouter, qui t'aide à passer à l'action quand tu as peur ou quand tu as besoin de motivation? Alors, il y a plein de trucs honnêtement. En ce moment, si on reprend par exemple musique, je suis énormément et je le conseille aux personnes qui aiment bien ce genre de musique. Moi j'écoute beaucoup de classiques et en fait j'ai découvert alors, certains vont rigoler, hein, j'ai découvert Fantasia il y a 3 semaines. Moi, OK. j'avais jamais regardé Fantasia de ma vie, c'est incroyable. Donc pour, remettre du contexte pour les personnes qui connaîtraient pas du tout, donc Fantasia, ça fait partie des Disney et en fait, c'est de la musique essentiellement classique sur lequel les créateurs de Walt Disney, ont créé, bah, du coup des animations
et donc c'est incroyable parce que moi je trouve qu'au niveau créativité, enfin c'est juste dingue le travail qu'ils ont fait. Donc je regarde pas le film tous les jours, mais par contre, ouais, ça va faire 2 semaines que je n'écoute que ça. Par contre, je n'écoute que ça, que ça, que ça. Moi, j'ai tendance à être beaucoup en boucle, sur des musiques quand justement je me suis rendu compte que ça me rendait productive et souvent j'écoute, bah, des albums qui sont assez longs. Par exemple, Fantasia, je crois que c'est 1 heure et demie, donc ça me permet de l'écouter plusieurs fois dans la journée. Enfin, voilà, je suis un peu bloquée sur ce genre de choses, donc vraiment Fantasia, si vous aimez bien le classique, hyper intéressant. Et après je dirais, il y a 2 choses que j'aime bien en fait me rappeler, quand c'est difficile, ce genre de choses. C'est le premier, c'est ce qui est important, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Moi qui suis beaucoup dans l'orga, je suis très peu finalement dans le 3 mois, 6 mois, 1 an. Je suis: «OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui va faire une différence sur le projet que je suis en train de mettre en place?» et cetera. Donc réfléchissez pas trop à aller chercher hyper loin, à aller chercher, voilà, de qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Qu'est-ce que je vais faire le mois prochain? Non, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Genre, c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tu es dans le passage à l'action? Et c'est ça rebondit un petit peu du coup, c'est bien de planifier, de s'organiser, mais si c'est pour rien faire derrière, ça n'a vraiment, Mmh. aucun intérêt, je dirais. Donc ouais, vraiment ce qui compte, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et une autre aussi qui m'est venue là, récemment d'ailleurs de ma mentor, où c'était, je trouvais ça incroyable, vraiment ça m'a éclaté la tête, donc je vais vous le dire en français pour que ce soit plus simple, mais en gros, c'était avoir conscience de ton niveau, donc de là où tu es dans ta vie perso, dans ta vie entrepreneuriale, c'est la plus grande chance que tu aies. Et en fait, c'est tellement vrai. Parce qu'aujourd'hui, on se compare tellement aux autres, on se compare tellement et on se dit: «Mais attends, cette personne-là, je sais pas moi, me ressemble, a le même âge, a le même business, je devrais être là où elle est». Ce n'est tellement pas vrai. Parce qu'on est tous, en fait, à des niveaux qui sont complètement différents et le problème, c'est que souvent, on va avoir tendance, quand on a du mal justement à se rendre compte de son niveau, on va prendre des décisions qui sont pas faites pour notre niveau. Et du coup, on perd du temps. On perd énormément de temps parce qu'en fait, on essaye de faire un truc auquel on n'a absolument pas accès. Donc ouais, je dirais de et c'est difficile, hein, parce que pour l'ego, c'est un exercice qui est vraiment pas facile, mais moi, c'est un truc que je travaille beaucoup avec mes clients. Mais rendez-vous compte du vrai niveau auquel vous êtes et il y a aucune honte, peu importe le niveau sur lequel vous êtes, même si vous êtes au -1, on s'en fout. Mais il faut se rendre compte, je pense, du niveau dans lequel on est pour vraiment, vraiment pouvoir avancer. Mmh. Ah, c'est vrai que c'est un exercice qui est pas facile, surtout on est beaucoup dans une société de consommation et donc de comparaison avec les autres. Mmh. Surtout, bah, avec les réseaux sociaux et cetera, donc je pense que c'est pas facile de prendre du recul pour se dire: «OK, réellement, moi, j'en suis là et c'est pas grave, c'est OK. Qu'est-ce que je fais maintenant, aujourd'hui, pour me motiver?» Complètement et Comme surtout tu que le disais. ça reste en fait, ça reste pour toujours. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent, «Oh, je te vois comme, là où j'ai envie d'être». Sauf que moi, je regarde d'autres personnes en me disant: «Oh, moi aussi j'ai envie d'être elle» et les gens que je regarde, regardent d'autres personnes. Donc il y aura toujours mieux que vous. Il y aura toujours quelqu'un qui sera au-dessus de vous dans tous les cas. Donc je dis pas que du coup, il faut pas regarder les autres, il faut pas se comparer, il faut pas regarder les autres, mais c'est un sentiment qui sera présent en permanence. Donc plutôt que de rester dessus et de vraiment voilà, mouliner, 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 rendez-vous compte du niveau dans lequel vous êtes et passez à l'action, genre là, maintenant, aujourd'hui. Mais mettez vraiment notez pendant que vous êtes en train d'écouter ce podcast: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va avoir un impact? Est-ce que j'ai envie de me lancer ma chaîne YouTube? Oui, je vais faire ça. Est-ce que j'ai envie de, lancer un nouveau projet? Je vais faire ça. J'ai envie de contacter cette personne? Je vais le faire» et c'est vraiment, je pense, c'est très sous-coté le passage à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais, alors que tu vois, je le vois de plus en plus, je travaille avec une cliente qui a réussi, par exemple, à faire 100 K en 3 mois. Ce qui est, énorme pour certaines personnes et pas beaucoup pour d'autres. Mais, elle est dans la simplicité, en fait. C'est vraiment tu regardes les mails qu'elle envoie, tu regardes les pages de vente qu'elle a, c'est simple, efficace parce que c'est elle a une idée, elle passe à l'action, peu importe si c'est parfait, en fait Mmh. et ça change tout. Et Complètement. c'est très inspirant et c'est important de rappeler que oui, on peut regarder ceux qui sont, au-dessus de nous, mais en s'inspirant et pas en se comparant et en n'oubliant pas aussi qu'il y a des gens qui sont en dessous de nous, à qui on va pouvoir apprendre énormément de choses et c'est aussi pour ça qu'on est là quoi, pour taffer et pour transmettre. Complètement et j'ai perdu ma pensée. Attends, ça va me revenir. Vas-y, elle va revenir sur le bout de la langue, parler de transmettre, simplicité, passer à Ouais. l'action. Je fais tout ce que je peux là. Attends, c'était dans passer à l'action. Attends, je crois que je l'ai.
Oui, c'est bon, je l'ai. Un lien que je trouve du coup intéressant de faire, c'est, et c'était un TED Talk en fait que j'avais regardé là-dessus, sur je crois que c'était le pouvoir justement de passer à l'action et en fait, c'était même le pouvoir de faire des échecs et donc des échecs dans le sens, faire des erreurs et ça, c'est vrai que c'est un truc qui moi m'a alors je m'en suis pas rendu compte avant de rentrer dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, venant de Decat, vraiment Decat, c'est l'école de l'échec. En fait, tu vas demander un truc, les personnes vont te répondre: «Est-ce que tu en gros, est-ce que tu vas mourir, si tu essayes par toi-même?» «Non». «OK, bah, tu par toi-même». Ils ont la réponse, hein. Ils ont la réponse, ils peuvent te faire gagner du temps, mais eux, l'intérêt principal, de Decathlon, qui est une entreprise très humaine, du moins à l'international, c'est de te faire devenir autonome. Leur but, c'est que demain, peu importe la situation dans laquelle tu es, tu sois en capacité de prendre une décision, d'avancer, et cetera, et cetera. Et pourquoi est-ce que c'est ça? C'est parce qu'en fait, le slogan de Decathlon, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un client satisfait ou satisfait. Donc nous, on était toujours obligé de faire que la personne allait repartir avec le smile, avec, elle obtenait en fait ce dont elle avait besoin. C'est pour ça que j'ai fait énormément de remboursements que j'avais pas du tout envie de faire, mais voilà, c'est juste le concept des 4. Et quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, moi, j'avais l'habitude de faire des erreurs. Ça me dérangeait pas d'avoir des erreurs, de faire des échecs, d'être rejetée et tout. Je m'en foutais complètement parce que j'avais grandi là-dedans. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde entrepreneurial, développement personnel, qui était beaucoup, bah, du coup, sur les personnes qui ont cette problématique. Et j'ai trouvé ça incroyable de me dire, putain, mais il y a des gens qui, genre, ils ont peur de faire des échecs, genre. Et c'est là que j'ai compris aussi qu'il y avait une grosse partie de la population qui était perfectionniste. Jamais rien n'est parfait. Enfin, c'est tout bête, mais jamais, absolument jamais rien n'est parfait. Et donc, s'il y avait un autre conseil à dire aussi, c'est et je sais que c'est dur, hein, c'est du jugement ce que je suis en train de faire, mais pour les perfectionnistes qui nous écoutent ou pour les gens qui ont peur de l'échec, l'échec est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Parce que c'est ça en fait qui fait vraiment rebondir et qui permet de déclencher des choses, de prendre des décisions. Les gens aujourd'hui qui réussissent, c'est pas parce qu'ils ont pris les bonnes décisions, c'est parce qu'ils ont pris des décisions. Et la peur de l'échec, en fait, elle bloque tellement qu'on prend pas ces décisions-là, quoi, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ouais, c'est vrai que c'est une question que j'adore poser à mes clients, c'est quand est-ce que tu as appris le plus de choses dans la vie, sur toi ou sur ton business, sur ton expertise? C'est en fait quand tu as eu des expériences plus compliquées à vivre avec des échecs et des leçons derrière, quoi. Complètement. Mm. Et après c'est difficile de se mettre dans les «pompes des gens» entre guillemets, parce que tu sais pas enfin, on sait pas d'où les gens viennent, on sait pas l'expérience qu'ils ont derrière et cetera. Donc c'est des paroles qui sont à prendre pardon à demi-mot quand même. Voilà, il y a aucun jugement dans ce qu'on est en train de dire. Mais c'est vrai que voilà, c'est important d'apprendre à passer à l'action et aussi de faire la différence entre est-ce que je me donne des excuses ou est-ce que j'ai des vraies excuses en fait? Est-ce que voilà, c'est aussi et du coup, c'est un gros travail, en fait, à faire sur soi. Mm. Ouais. Écoute, sur ces sages paroles, je pense que j'ai envie de clôturer là-dessus. Ça marche. Il y a déjà beaucoup d'informations. Franchement, merci pour tout. Merci d'avoir accepté de passer sur le podcast. Et j'espère que Aude vous a donné envie de vous lancer, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, mais de passer à l'action, justement, et Complètement. d'essayer. Peu importe le résultat derrière, c'est sûr qu'il y aura des leçons et une évolution. C'est ça et on vous attend, sur YouTube. Ouais, et tenez-nous au courant. Si vous lancez votre chaîne YouTube, on viendra vous donner de la force. Merci Carrément. à toutes. Bien entendu, je vais mettre toutes les infos pour te retrouver, ton Insta, ta chaîne YouTube, ta formation pour se lancer sur YouTube si ça vous intéresse. Et vous allez voir qu'Aude a plein de produits autour de notions, l'organisation, le business en général. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça dans la barre d'infos. Je vous remercie à toutes pour votre écoute et moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Décomplexe, Décomplexe.